l'investissement est plus fort que dans d'autres types d'énergie. Donc qu'est-ce qu'est l'économie d'un projet éolien? Évidemment, c'est le vent, c'est ce qui paraît le plus évident. Mais donc pour répondre à la question de Madame de tout à l'heure et à ce qui a été dit par Sylvia Radou hier sur les cartes de vent de la Moldavie, en fait, pour nous, ce n'est pas forcément un besoin immédiat, tout simplement parce que ce que peut donner un atlas de vent à l'échelle d'un pays, ce n'est pas suffisant pour étudier concrètement l'économie d'un projet éolien. Pour être sûr de la valeur, on va dire, en termes de vent d'un projet éolien, on est toujours obligé de faire des mesures sur site. Donc, il y a des normes internationales qui disent, par exemple, que sur certains terrains, il faut un mal de mesure tous les 10 km sur un site éolien pour pouvoir valider son économie. Donc, dans tous les cas, on viendra mesurer sur site le potentiel éolien précis du site. On ne s'appuiera jamais sur un atlas pour financer un projet éolien. Donc, nous, on a déjà identifié pas mal de sites sur la Moldavie et aujourd'hui, le fait que le gouvernement ou les bailleurs de fonds fassent un atlas éolien, ça ne changera rien pour nous. Le deuxième point très très important pour l'économie d'un projet, c'est le raccordement au réseau, parce qu'on vient s'appuyer, comme je vous montre avant, sur un réseau existant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se connecter à 500 km d'un réseau, tout simplement parce que les coûts seraient trop importants par rapport au coût du projet de construire des nouveaux réseaux. Donc c'est un paramètre qu'on regarde très très en amont, sur lequel on essaie d'avoir au départ pas plus de 10-15 km d'un poste source existant pour pouvoir étudier un projet. Le troisième point très très important, c'est la possibilité d'accès au site. Il y a eu des exemples en France et en Allemagne de projets qui ont été des flops économiques, c'est-à-dire qui n'ont pas pu être rentables, pour des mauvaises études d'accès, et du coup, au dernier moment, des nouvelles routes à construire pour pouvoir apporter les éléments de l'éolienne, qui sont des éléments assez volumineux. Donc, tous ces aspects économiques sont très très importants à étudier. Et le dernier aspect, qui est ce qui est écrit ici à droite, insertion dans l'environnement, c'est aussi très très important, parce que c'est l'environnement naturel et humain. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet tout à fait économique, bon techniquement, mais s'il n'a pas un soutien local des riverains, des élus locaux, c'est un projet qui n'arrivera pas au bout, parce qu'il y a énormément d'administration, de personnes à convaincre tout au long du développement du projet. Le support local est très très important. Qu'on soit la vie en France, en Ukraine ou aux États-Unis, c'est les mêmes problématiques dans tous les pays. Donc on a besoin d'avoir des projets très soutenus, et c'est ce que disait notre ami Lafleur ce matin, d'avoir une communication, une pédagogie très très forte au niveau local. Donc ça, on va dire, c'est les trois grands critères qui font qu'on va pouvoir faire ou pas des projets en Moldavie. Donc si on met ça pas sur des mots mais sur un schéma, ça donne ce genre de carte. C'est que sur un territoire donné, finalement, il y a très très peu de sites qui sont favorables à des projets éoliens, quand on superpose toutes les contraintes d'habitat, des contraintes environnementales, des contraintes techniques, des contraintes économiques. Donc ça, c'est les grandes étapes de développement. Donc, ici, on est dans des pays avec des fortes valeurs des normes qui descendent des GOS standards soviétiques. Donc on doit montrer à l'administration tout au long du cycle de projet les études, des expertises d'État, des études préliminaires à faire avant de s'engager dans les études précises. C'est des choses qu'on pratique dans beaucoup de pays et qui se font de la même manière sur la Moldavie. Mais donc l'éolien a beaucoup d'avantages, on l'a vu, arrive à être économique face à l'énergie fossile. Par contre, il y a des impacts à étudier qui sont très importants. Alors, un des premiers impacts, c'est sur les terres agricoles. C'est-à-dire que souvent, on va être dans des terrains agricoles, et donc on ne peut pas faire un projet qui va à l'encontre de l'activité initiale, qui est l'activité agricole. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu d'emprise au sol sur une éolienne de 2000 m².
voit sur ce dessin des passages de tracteurs qui continuent à être aux distances par rapport à l'éolienne. Donc, encore une fois, ici, c'est très important d'être en communication permanente avec les gens locaux et notamment le monde agricole, pour pas que ça ait à faire avec leurs activités. Les gros impacts à étudier, c'est évidemment l'impact paysager, parce qu'une éolienne, ça se voit. Donc, même si en Moldavie, il n'y a pas de normes aujourd'hui sur les études paysagères par rapport à l'éolien, parce que c'est quelque chose de très très nouveau, on est obligé de faire des études et de faire des projets qui s'insèrent dans le paysage. Là, c'est un exemple de photomontage. On voit un projet sur la photo du haut, sur une logique paysagère. On ne sait pas trop ce qui se passe, il n'y a pas vraiment de lecture possible du projet. Et donc, après une étude et quelques analyses paysagères, on voit qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus structuré. Donc, ça, c'est très important. Notamment, il y a des contre-exemples en Bulgarie en ce moment, sur lesquels aucun critère paysager n'a été pris en compte, et qui en fait est un très mauvais contre-exemple pour l'activité éolienne, parce que les projets ont un impact très négatif sur le vide. Il y a un autre impact qu'il faut analyser, important, c'est l'impact acoustique. Donc ça revient au critère insertion dans l'environnement humain dont je parlais, c'est-à-dire même si la réglementation est légère là-dessus, on a la responsabilité de faire des bonnes études acoustiques pour ne pas avoir un impact négatif sur les gens qui vont vivre autour des parcs éoliens. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire, mais qu'on se doit de mener de façon correcte. Sur l'état existant de ce qui se passe sur le site, au niveau des migrateurs, au niveau du nichage, pour implanter aussi le projet en fonction de ces paramètres-là qui sont très importants. Donc, en gros, pour nous, les gros sujets en Moldavie qui vont nous faire réussir ou pas le développement de projets éoliens, le premier critère, c'est les sources de financement. Donc, on est très heureux de savoir que l'Union européenne va aider le gouvernement moldave sur ces sujets énergie renouvelable pour donner un cadre plus sûr pour les investisseurs. Donc, le deuxième gros point, c'est la transparence du cadre légal et notamment du tarif de rachat. Sans cette transparence, aujourd'hui, aucun investisseur ne nous suivra sur la Moldavie. Ensuite, il y a une notion de taille critique des projets. C'est-à-dire que la Moldavie est un petit pays sur lequel on ne peut pas mettre autant de... Voilà, merci de votre attention. Merci Jérôme d'avoir disséqué de façon synthétique et très pédagogique le processus global d'implantation de l'éolien, sa conception à sa réalisation en prenant en compte les aspects techniques, les aspects économiques et les aspects environnementaux au sens d'insertion dans le tissu environnant, tissu humain, tissu agricole, tissu animalier même. Le moment est venu d'ouvrir la séance des questions qui va clore cette table ronde matinale. Donc, y a-t-il des questions? Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et moi-même davantage spécialisé sur l'Ukraine, j'ai beaucoup aimé l'intérêt de mettre en avant que l'Ukraine finalement semble se profiler en leader régional pour l'attractivité de son marché pour les investissements de ce type. Maintenant, je me pose la question suivante. Est-ce que cela signifie que les Ukrainiens, le ministère de l'Environnement, etc., le régulateur, a mis en place un tarif de rachat attractif, a mis en place une législation tout à fait stable, prévisible, claire, etc. Et dans quelle mesure, en fait, parce qu'en Ukraine, l'électricité produite, bien sûr, il n'y a pas une centrale comme en Transnistrie qui permet de vendre de l'électricité très peu chère, mais globalement, l'électricité n'est pas très chère en Ukraine. Parce qu'il y a notamment un parc nucléaire qui permet
savoir dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment rentable en Ukraine, dans quelle mesure est-ce que vous avez vous-même vu que l'environnement législatif, politique, la volonté politique a changé. Est-ce que c'est lié à la présidence de Yanukovych? Dans quelle mesure est-ce que l'Union européenne, là, en Ukraine, a aidé, et donc on pourrait attendre que ici le même développement? Et peut-être juste une dernière question par rapport à un modèle de business plan normal entre un projet éolien chez nous en Europe et un projet éolien ici, en termes de rentabilité de l'investissement. Est-ce qu'il y a une différence de temps? Parce qu'en Europe, il faut 8 ans, 10 ans, et ici, il faudrait par exemple 12 ans, ou est-ce que finalement, c'est globalement similaire? Je vous remercie. Ok, merci pour ces questions. Donc, sur le sujet législatif en Ukraine, la première question, en fait, la loi sur le tarifaire a été votée en avril 2008, donc la première version. Elle a été revue en 2009 parce qu'il y avait un problème notamment sur la monnaie. C'est-à-dire que la version 2008 avait fixé un tarif sur la grivna ukrainienne. Et donc les investisseurs étrangers n'étaient pas forcément très attirés par une garantie sur la grivna. Le principal paramètre qui a changé entre 2008 et 2009, c'est que maintenant on est indexé sur l'euro. Donc cette loi est appliquée. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 30 projets en Ukraine qui bénéficient de tarifs verts, donc tout confondu, c'est-à-dire mini hydro. Il faut avoir moins de 10 MW d'hydro pour appliquer ce tarif vert. Il y a un premier projet solaire en Crimée depuis septembre qui est bénéficiaire. Et il y a d'anciens projets éoliens qui datent d'un programme des années 90 qui automatiquement ont tous bénéficié de ce nouveau tarif. Et il y a un mois, les premières éoliennes de grande puissance sont arrivées en Ukraine, dans le port d'Odessa. Et du coup, leur objectif, c'est de les connecter au réseau avant fin 2010. C'est dans 23 jours, fin 2010. Mais en gros, les fondations sont déjà faites et dès le premier mois de janvier 2011, les premières éoliennes, on va dire modernes, vont être connectées au réseau ukrainien. Donc, par rapport au coût global de cette technologie par rapport au nucléaire et au charbon, en fait, la question se pose plus entre l'énergie de base et l'énergie de pic. C'est-à-dire que le nucléaire en Ukraine restera toujours l'énergie de base. Par contre, comment on fait les énergies de pic? C'est-à-dire qu'entre 8h du matin et minuit, la demande journalière fluctue. Donc comment on répond à ça? En gros, aujourd'hui, c'est avec l'hydro, sur les grands barrages sur le Dniepr. Et c'est effectivement avec des centrales au charbon et des centrales thermiques, qui sont donc des énergies fossiles, qui sont importées pour l'Ukraine, et donc sur lesquelles il y a tout intérêt à utiliser plutôt des ressources renouvelables qui ne sont pas forcément très chères. Donc, et en plus, vous avez vu que ça s'amortisse en 6 ans, 6-8 ans.